qu'une visite d'un ministre des Affaires étrangères israélien aux Émirats, un vol direct de Ben Gurion jusqu'à Abu Dhabi, n'aurait pas pu se faire sans l'accord, sans l'aval de l'Arabie saoudite. C'est clair. Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous de si bon matin ce matin pour essayer de décrypter, on va dire, cette intense activité diplomatique à laquelle on assiste, une semaine sur les chapeaux de roue, on peut le dire, et on peut même dire que Yair Lapid, qui est ministre des Affaires étrangères depuis 2 semaines, a d'une certaine manière fait voler en éclats, on va dire, certains préjugés concernant le ministère des Affaires étrangères. On le voit extrêmement présent, on le voit extrêmement actif au niveau du ministère. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette visite tout d'abord, cette visite dans les Émirats Arabes Unis. C'est une visite historique, on l'a dit et répété. Pourquoi était-il indispensable de la part de Yair Lapid de se précipiter, on va dire, aussi rapidement, dans les Émirats pour cette rencontre avec son homologue émirati? J'aimerais reprendre avec votre permission, Daniel, la première partie de votre question sur le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères. Vous avez souligné avec raison que depuis les 2 ou 3 semaines que Yair Lapid est ministre des Affaires étrangères, il y a un fleurissement d'activité. Bien, je peux vous le dire, ça c'est du pas vu depuis 5 ou 6 ans, il faut le dire, il faut l'avouer. Le ministère était paralysé. Il était paralysé, premièrement, parce qu'il n'avait pas de ministre. Et c'est Netanyahou qui était Premier ministre et aussi ministre des Affaires étrangères qui s'intéressait très peu à ce ministère et qui ne lui a pas donné les budgets nécessaires pour son travail. Et lui-même, comme Premier ministre, avait des fonctions extrêmement importantes et voyageait, voyait des gens, mais il n'y avait pas de ministre des Affaires étrangères. Donc, il y avait un vide qui s'était créé. Pourquoi il n'y avait pas de ministre des Affaires étrangères? Est-ce que c'est lié, on va dire, à une certaine connotation du monde de la diplomatie qui n'était peut-être pas automatiquement favorable à la politique menée par Netanyahou? Non, mais ça n'a rien à voir. Les diplomates du ministère des Affaires étrangères sont des civil servants. Ils servent chaque gouvernement de droite, de gauche, du centre, d'union nationale sans poser de questions. Ils savent le faire exactement. Alors, je ne sais pas quelle était la raison de cette attitude de Netanyahou envers le ministère des Affaires étrangères, mais en tout cas, je peux vous le dire comme ancien de ce ministère qu'il en a beaucoup souffert. Il n'a pas eu les budgets nécessaires pour développer ses activités et des fonctions importantes ont été transférées à d'autres ministères. Comme le ministère des Affaires stratégiques qui était chargé par exemple de la lutte contre le BDS. Voilà. Et maintenant, avec ce nouveau gouvernement, eh bien, ils ont fait marche arrière. Et, par exemple, le ministère des Affaires stratégiques a été annulé parce qu'on n'en avait vraiment pas besoin. Le BDS, la lutte contre le BDS, est retourné au ministère des Affaires étrangères. Et on voit maintenant, oui, toute une activité de Yair Lapid qui veut démontrer, je crois qu'il le fait exprès dans ces 2-3 premières semaines, une activité effrénée pour démontrer, voilà, le ministère des Affaires étrangères est de retour. Et moi, je trouve ça très important. Ça, c'est la réponse à votre première question. Est-ce que ce n'est pas aussi, pardonnez-moi, est-ce que ce n'est pas aussi une volonté de dire que dans ce gouvernement qui est paritaire, il y a un Premier ministre qui est Naftali Bennett, effectivement, mais de facto, le véritable homme fort de ce gouvernement, c'est tout de même Yair Lapid? Non, je ne crois pas que c'est cela. Il a d'autres manières de démontrer ça sans se rendre, par exemple, aux Émirats. Vous n'avez pas besoin d'aller aux Émirats pour être l'homme fort. Il suffit, par exemple,
de bloquer des initiatives venant de la part du Premier ministre. Non, non, je vois ça simplement comme une renaissance. Et ce n'est pas seulement moi qui vous le dis. J'ai parlé avec dizaines de mes collègues, ex-collègues et aussi des diplomates qui actuellement servent au ministère des Affaires étrangères en Israël et à l'étranger. Je vois qu'ils sont très heureux de voir qu'ils ont maintenant du travail sur la planche et qu'on les apprécie. Et encore une fois, je le dis, pour eux, cela n'a aucune importance. La direction politique de ce gouvernement, ce sont des gens qui sont habitués à servir Israël. Ils le font avec n'importe quel gouvernement. Et Yair Lapid a bien compris cela. Et je peux vous dire que ses premiers pas au ministère des Affaires étrangères ont été applaudis par les diplomates israéliens et qu'ils ont la sensation, encore une fois, voilà, nous sommes revenus à notre place, à la place qui nous est déçue. Maintenant, à propos des Émirats, Daniel, vous m'avez demandé à propos des Émirats. Et là, je trouve que Lapid a fait un beau geste hier dans son discours en disant que celui qui a ouvert la porte des Émirats, celui qui a construit la paix d'Abraham avec Israël et 4 autres pays arabes, ce n'est pas lui Lapid, mais c'est bien Benjamin Netanyahu, l'ex-premier ministre. Et j'ai trouvé qu'il a bien fait de le mentionner en essayant de ne pas prendre des crédits qui ne sont pas à lui. Et d'un autre part, je crois qu'il a voulu créer une réalité en disant, oui, maintenant, voilà, malgré tout, et malgré que nous sommes seulement 1 mois ou plus 5 semaines après notre confrontation militaire à Gaza, la normalisation entre nous et nos nouveaux amis des Émirats, du Bahreïn, du Maroc, etc., a repris. Il a aussi rencontré à Rome, il y a 3 ou 4 jours, le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn. Donc, je vois là une initiative qui a pour but de fortifier ces liens qui ont été un peu ébranlés, je peux dire, pas lourdement, mais un peu ébranlés par la guerre à Gaza, car l'opinion publique arabe, pas seulement dans les Émirats, s'est évidemment mis du côté des Palestiniens, mais c'est même un peu des fois ironique de constater que 5 ou 6 semaines après, tout reprend. Alors, et il y a énormément... Alors, je voudrais, Avi, il y a un point que je voudrais essayer de clarifier avec vous. On a remarqué au cours des derniers mois qu'il y avait une forme de rapprochement entre l'Arabie Saoudite, qui est la parraine, on va dire, de ces accords d'Abraham, et l'Iran. Est-ce qu'il y a un risque de la part des pays, des Émirats, de glisser sur le modèle de l'Arabie Saoudite un peu plus vers l'Iran, en tenant compte du fait que les Américains ne voudraient pas être aussi présents qu'ils l'ont été dans le passé dans la région. Est-ce qu'il y a un risque comme celui-là, un risque qui peut-être était le moteur de la visite de Lapid pour rassurer ou apaiser les Émirats ? C'est une question extrêmement pertinente que vous me posez là, parce que oui, en effet, depuis l'administration Biden, qui démontre moins d'intérêt au Moyen-Orient et qui a même rappelé des troupes américaines du Moyen-Orient, y compris de l'Arabie saoudite, il y a une certaine inquiétude en Arabie saoudite que peut-être leur confrontation avec l'Iran était allée un peu loin, et on peut discerner ces dernières semaines, ces derniers mois, un apaisement au moins de la rhétorique entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais je peux vous assurer qu'une visite d'un ministre des Affaires étrangères israélien aux Émirats, un vol direct de El Al, de Ben Gurion jusqu'à Abu Dhabi, n'aurait pas pu se faire sans l'accord, sans l'aval de l'Arabie saoudite. C'est clair. Si l'Arabie saoudite
avait même dit un mot aux Émirats, voilà, ce n'est pas le bon temps, mais la visite n'aurait pas eu lieu. Donc, il est vrai, vous avez raison, il y a en Arabie Saoudite maintenant une réflexion que nous ne sommes pas maintenant avec un président américain comme Trump qui donnait un soutien à 100% à l'Arabie Saoudite, à sa politique envers Israël, à sa politique envers l'Iran. Les choses maintenant sont plus compliquées. Une des premières choses, vous le rappellerez, Daniel, quand Biden est arrivé au pouvoir, il a demandé à l'Arabie Saoudite de cesser ses activités militaires au Yémen. Bien, l'Arabie Saoudite n'en a rien fait, mais cela démontrait quand même que voilà, le changement était venu. Et il est très possible que maintenant l'administration Biden a déjà 6 mois et la guerre au Yémen continue, que peut-être les Américains ont compris que cette guerre des Saoudiens contre les rebelles Houthis servait aussi leurs intérêts aux Américains alors qu'ils essayent de négocier un accord avec l'Iran. Voilà, la question ne peut pas... C'est une très... J'aurais pu avoir une très longue réponse, Oui. mais la réponse courte est notre dialogue avec l'Arabie Saoudite continue et je crois qu'ils voient d'un bon œil, qu'ils ont vu d'un bon œil la visite d'un ministre des Affaires étrangères israélien à Abu Dhabi et à Dubaï. Alors, il y a eu, comme vous le mentionnez, Avi, en début de semaine, une rencontre également entre Yair Lapid et le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État, Anthony Blinken. On a vu peut-être une sorte de redéfinition des relations entre Israël et les États-Unis au niveau concernant justement le dossier iranien. On se souvient qu'il y a quelques jours, Lapid avait dit que, eh bien, il avait donné des engagements ou des gages aux Américains de prévenir les Américains de toute initiative qu'Israël pourrait prendre dans le dossier iranien, ce qui avait suscité d'ailleurs la colère de Binyamin Netanyahou. Vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement Bennett-Lapid, c'est un gouvernement qui sera beaucoup plus dépendant des Américains que ne l'a été le précédent concernant une opération militaire, par exemple, contre les cibles nucléaires iraniens? Bien, je crois que c'est un gouvernement qui essaye d'améliorer le dialogue avec les Américains. Et les Américains, de leur côté, vous voyez, ont envoyé beaucoup de signaux clairs pour un diplomate, qu'ils ont commencé un dialogue avec ce nouveau gouvernement, un dialogue très serré. Et l'invitation de Rivlin, du président Rivlin, à la Maison-Blanche, 7 ou 8 jours avant qu'il ne termine son mandat, est un signal clair pour ceux qui savent lire la diplomatie. Un signal clair que les Américains veulent resserrer le dialogue avec le nouveau gouvernement israélien. Et du côté israélien, je peux discerner aussi une volonté de dialogue avec les Américains qu'il n'y avait peut-être pas, à propos de l'Iran, j'entends, à propos du nucléaire iranien, qu'il n'y avait peut-être pas du côté de Netanyahou qui s'opposait fermement, depuis des années d'ailleurs. C'est une position que Netanyahou a prise depuis 5, 6, 7 ans, qui s'opposait fermement à tout accord avec Israël. Et la thèse, Netanyahou disait, il vaut mieux ne pas avoir d'accord que d'avoir un mauvais accord. Et je dirais qu'ici, nous avons un gouvernement qui en est encore à ses premiers pas, mais qui, à mon avis, essaye d'entamer un dialogue avec les États-Unis, justement, sur ce nucléaire, peut-être pour en améliorer les termes en ce qui concerne Israël. Je veux noter à ce propos qu'avant-hier, il y a eu une attaque américaine contre des milices chiites sur la frontière syro-irakienne. C'est possible qu'il y a là aussi, à l'égard de l'Iran, peut-être
un signal, nous n'allons pas retourner comme vous le voudriez, exactement au traité qu'il y avait en 2015. Tout ça, vous savez, c'est un ballet diplomatique extrêmement discret. Alors, mais je vois un changement dans le dialogue, absolument. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt. À bientôt.